Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Je suis ravie de vous retrouver. Voici les titres du jour. On va commencer d'abord par regarder un nouvel épisode de la série La famille tout écran qui nous est proposée par notre partenaire, le Clémy. Et puis elle a une idée derrière la tech. Milly Adaé est avec nous aujourd'hui en plateau. Bonjour Milly. Bonjour. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons sensibiliser nos enfants à la politique. On en parle dans un instant. Et puis c'est notre grand sujet du jour, en pleine semaine olympique et paralympique qui commence aujourd'hui, qui a lieu cette année du 2 au 6 avril. On met en avant celles et ceux qui militent pour le développement du sport à l'école. On parle avec deux parcours et deux personnalités particulièrement inspirantes. Vous allez le voir. Alex Portal, bonjour. Vous êtes étudiant en deuxième année à l'ESSILV, nageur handisport, sélectionné pour les Jeux paralympiques de natation. Je suis ravie de vous recevoir. Et vous êtes accompagné aujourd'hui en duplex de Diane de Navacelle de Coubertin. Diane, vous êtes la présidente de la commission culture et héritage de la Fédération internationale du sport scolaire et représentante de l'Union nationale du sport scolaire. On en parle dans un instant, juste après le focus. Jamais Myriam et Erwan n'auraient imaginé que leur soirée romantique soit compromise par un youtubeur scientifique. Effectivement, on regarde un nouvel épisode de votre série préférée, évidemment, La famille tout écran dans un instant. Mes chéris, ce soir c'est Marie qui vous garde. Papa et moi on profite de la pleine lune pour aller se faire un petit dîner en amoureux. La Lune? Vous parlez bien du 5e plus gros satellite du système solaire? En même temps, avec un diamètre moyen de 3474 km, ça la met dans le top. Et comme la Terre, la Lune a un noyau très chaud, mais plus petit. Allez, faut y aller. Hein, la Lune ne va pas nous attendre. Non, mais elle va revenir dans 29 jours et demi. C'est ce qu'on appelle la période synodique. Un tour autour de la Terre, si vous préférez. Ils sont trop mignons. Non, une licorne, c'est mignon. Mais les petits Bogdanov en culotte de coin, ça commence à me fatiguer. Bon, où est-ce que vous avez appris tout ça, les enfants? Je dois avouer que j'y suis pour quelque chose. Encore elle. Mon sudoku Nozman, c'est un youtubeur, il fait de la vulgarisation scientifique. Encore lui. Papa, j'ai même trouvé une info pour toi qui adore le surf. Tu savais que les marées étaient causées La force de Lune et du Soleil est une force d'inertie due à la révolution de la Terre autour du centre de gravité du couple Terre-Lune. Le tout couplé à la rotation de la Terre. Terre sur son axe. Ce qui semble logique. Ah. Ils sont trop forts. Internet regorge de fausses nouvelles, mais c'est aussi une source de savoir immense. Posez-vous toujours la question, qui me parle et dans quel but? Soyez curieux, développez votre esprit critique et partagez ce qui vous passionne. Oh, j'ai une idée. On essaye de trouver Vénus. Alors c'est... Waouh. C'est magnifique. Mais non, ça c'est la parabole du voisin. À quelques mois des Jeux de Paris 2024, la 8e édition de la semaine olympique et paralympique commence aujourd'hui et elle met en lumière des sportifs venant des 4 coins de la planète et marque aussi le début des festivités un peu partout dans le monde, à travers aussi le territoire français. On en parle dans un instant avec nos invités dans la première partie du talk. Et aujourd'hui, à nos côtés, pour en parler en duplex, Alex Portal. Vous êtes donc étudiant en deuxième année à l'ESSILV, sélectionné pour les Jeux paralympiques de natation, mais surtout double médaillé olympique. Je suis ravie de vous recevoir, Alex. On va parler de votre parcours déjà impressionnant à votre âge, 22 ans, dans un instant. Vous êtes aussi accompagné donc de Diane de Navacelle de Coubertin, présidente de la commission culture et héritage de l'ISF et représentante de l'Union nationale du sport scolaire. Diane, je voudrais commencer avec vous, si vous le voulez bien. Vous l'avez dit, vous êtes donc la descendante de Pierre de Coubertin, qu'on ne présente plus, fondateur notamment des Jeux Olympiques modernes, qui a, il faut le dire aussi, particulièrement milité à l'époque pour l'introduction du sport dans les écoles françaises. Sacré héritage personnel et familial. Diane, qu'est-ce que ça représente pour vous, ces nouveaux Jeux Olympiques à Paris cette fois-ci? C'est surtout une fête et une joie énorme de pouvoir vivre ça dans notre pays. Et puis avec une synchronicité qui est assez extraordinaire parce que en 1924, c'était les derniers Jeux que Pierre a vécus en tant que président du CIO à Paris, en France. Il les a fait revenir, il les avait fait venir une première fois en 1900. Et donc, c'est la 3e fois qu'on va les recevoir. Mais peut-être plus important encore, c'est le 130e anniversaire de la naissance des Jeux Olympiques. Pierre a fait un discours le 23 juin 1894 à la Sorbonne. Et c'est ce discours qui va officiellement rétablir
les Jeux Olympiques. Donc c'est une synchronicité complètement incroyable et je pense que c'est aussi une chance énorme. C'était il y a 100 ans la dernière fois qu'on avait les Jeux en France quand même. Donc voilà, j'espère que ce sera une fête merveilleuse pour tout le monde, une occasion extraordinaire de rencontrer des athlètes incroyables du monde entier dans tous les sports. Enfin voilà, moi je suis très excitée, j'ai hâte et je trouve ça génial. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Vous êtes donc accompagné aujourd'hui d'Alex. D'abord, Alex, il faut commencer par vous féliciter quand même pour cette nouvelle sélection aux Jeux paralympiques en natation. Vous multipliez, Alex, depuis des années déjà les médailles d'or, d'argent aussi, au championnat du monde de natation et puis une médaille d'argent notamment aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2021. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que ça représente pour vous, cette nouvelle sélection à Paris ? Merci beaucoup pour vos félicitations. Effectivement, le fait d'être déjà qualifié, ça représente beaucoup parce que ça permet de vivre une saison beaucoup plus sereinement que si j'avais dû chercher une qualification au dernier moment. Donc du coup là, cette saison, j'ai la chance de pouvoir me préparer plus sereinement et c'est une grande chance. Je considère que c'est un grand honneur de pouvoir participer aux Jeux à la maison. Pas tout le monde a la chance de pouvoir le faire et de le vivre. Tous les sportifs en rêvent et moi j'ai la chance de pouvoir le faire en plus quand je suis dans la tranche d'âge où je performe et j'ai la possibilité de faire de belles choses. Donc je suis vraiment content de pouvoir prendre du plaisir et justement profiter au maximum tous les jours de m'entraîner pour essayer d'aller chercher le maximum de performances. Et voilà, je sais que je vais en profiter à fond devant le public français cet été et que je ferai de mon mieux pour rien regretter après les Jeux et j'espère qu'ils se passeront magnifiquement. Alors justement, Alex, on a envie de se demander un peu à quoi ressemble une journée dans la vie d'Alex Portal. Aujourd'hui, vous avez 22 ans, vous l'avez dit, vous êtes étudiant en 2e année à l'ESSILV. C'est quoi la vie d'un athlète paralympique en natation et en même temps étudiant ? Racontez-nous. C'est vrai que c'est des journées assez particulières, surtout que je me suis, on va dire, pas facilité la tâche en prenant des études assez exigeantes. J'ai la chance que l'ESSILV justement m'accompagne dans mon parcours pour aménager mes études, pour que justement ça ne prenne pas de place ou en tout cas que ça n'entrave pas mes entraînements. Du coup cette année est vraiment particulière parce que pour l'année paralympique, j'ai dédoublé mon année, ma 2e année. Même là sur le 2e semestre, je suis quasiment constamment à l'entraînement ou en déplacement à l'étranger ou en compétition. Donc c'est vrai que c'est très particulier. Mais on va dire qu'une journée type, ce serait je nage de 6h30 à 8h30. Après, soit j'ai bain froid, soit kiné, soit PPG. Et après, je rentre soit manger, me reposer, ou alors souvent j'ai des choses de prévues, soit réviser. Mais aussi, vu qu'il y a pas mal de médias et de partenaires qui sont sur le tas pour cette année paralympique, j'ai aussi pas mal de choses comme ça à gérer. Et après l'entraînement, j'y retourne le soir de 16h à 18h. Et du coup, je m'entraîne 10 fois par semaine comme ça et je fais 3 séances de muscu. Et voilà, c'est vrai que cette année est assez intense avec le fait de là, depuis début janvier, on va dire que je suis parti plus d'1 mois en stage. J'ai fait plus d'1 semaine et demie de compétition. Donc, fatalement, sur le temps qui me reste, il reste pas énormément de temps pour caser les cours, mais j'essaye de faire de mon mieux. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important d'avoir un double projet parce que déjà, je sais qu'il faudra un métier après ma carrière de nageur, mais aussi parce que ça me fait penser à autre chose que la natation. Et c'est important, mais justement le fait que l'ESSILV m'accompagne me permette d'être serein dans ma préparation, parce que je sais que j'ai pas de pression à avoir de ce côté-là, parce que justement j'ai l'opportunité de pouvoir me consacrer pleinement à ma préparation sans avoir de poids sur les épaules à me dire que par exemple j'ai loupé un cours ou un contrôle. C'est quelque chose qui est vachement important et je pense que c'est un luxe que pas tous les sportifs ont. Et j'en suis vraiment reconnaissant. Ça fait effectivement des sacrées journées. Je vois Mélie qui hoche de la tête, qui est notre chroniqueuse du jour, qui dit 10 entraînements par jour, c'est quand même énorme. J'ai même du mal à aller au sport 1 fois par semaine. Bravo Alex. Bon, Diane, 30 minutes de plus chaque jour en primaire, 2 heures de plus chaque semaine au collège sur fond de dynamique olympique. Vous l'avez dit, Emmanuel Macron, le président de la République, a rappelé récemment sa volonté d'augmenter le temps de sport à l'école et a dit faire du sport la grande cause nationale de 2024. J'imagine que vous soutenez et que vous saluez aussi ces initiatives. Elles pourraient faire, par exemple, naître des vocations comme celle d'Alex ?
Alors moi, je trouve que ça a beaucoup de sens et je pense que c'est même très très important et c'est chouette qu'on agisse vraiment dessus aujourd'hui. C'était, comme vous l'avez rappelé, un des premiers combats de Pierre avant de faire les Jeux Olympiques. Il a introduit le sport en France. Il a voyagé à l'étranger, notamment en Angleterre et puis aux États-Unis et puis en Europe. Et il s'est rendu compte que le sport était intégré dans ces pays anglo-saxons à l'école. Et c'était une manière pour lui aussi de démocratiser le sport pour que tous les enfants puissent y avoir accès. Il voyait dans ce sport un outil en fait éducatif qui permettait de renforcer tout, c'est-à-dire d'allier aussi le corps et l'esprit. Et souvent, et aujourd'hui c'est d'ailleurs prouvé, à l'époque ça ne l'était pas, mais un sportif et quelqu'un qui fait du sport va réfléchir plus vite et les deux s'auto-nourrissent et se stimulent. Donc oui, c'est super chouette, je trouve ça très important et vraiment chouette que le sport soit aujourd'hui une cause nationale, qu'on en fasse vraiment un enjeu et que ça fasse partie de l'éducation et peut-être encore plus aujourd'hui avec une attraction sur les médias, j'ai envie de dire sur les écrans, toutes sortes de tailles, de formes, mais qui font que parfois on oublie de faire une activité purement physique. Et je pense que c'est important aussi de rester dans ce monde ancré et réel. Et voilà, je vais vous donner une citation de Pierre, je peux? Oui, je vous écoute. Alors, il disait justement, le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher et la difficulté pour la vaincre. Qu'en penses-tu? C'est beau. C'est très beau. Et bien justement, ça me permet de faire la transition avec un autre sujet aussi, l'évolution du handisport. Vous parlez justement de plus en plus de sport à l'école. Est-ce que vous avez perçu, tous les deux, peut-être on va commencer par Diane, une évolution quelque part dans la manière de voir le handisport aujourd'hui en France? Est-ce qu'il y a des avancées marquantes que vous avez observées? Alors, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Moi, je suis à moitié américaine et je pense que dans les pays anglo-saxons, je suis française et je défends la France. Attention, ne confondons pas. Mais je pense qu'on a encore quand même des gros efforts à faire, même si aujourd'hui, c'est vrai que c'est enfin peut-être quelque chose qu'on prend un peu plus à bras-le-corps et c'est très chouette aussi, ça, c'est important. Moi, je suis intervenue dans des classes Ulysse, je suis intervenue avec des associations, je travaille beaucoup avec le paralympisme aussi. Et c'est important pour moi parce que c'est un sujet qui, à l'époque de Pierre, était, on va dire, inexistant. Et pourtant, ce qu'on ne sait pas, c'est que Pierre avait un enfant qui était handicapé. Donc il était lui-même certainement très sensibilisé à ce sujet-là. Et je pense que c'est quelque chose qu'il aurait beaucoup apprécié, de voir que le sport, c'est pour tout le monde. C'était vraiment sa volonté, mais que c'est vraiment dans le sens propre pour tout le monde et bénéfique absolument pour tout le monde, sans aucune exclusion. C'est important, effectivement. Alex, vous pensez aussi que les Jeux paralympiques peuvent servir de catalyseur, comme le dit Diane très justement, pour changer les perceptions sociales, notamment sur le handicap. Quel est le message que vous souhaiteriez porter aujourd'hui, justement, à celles et ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être porteurs d'un handicap et qui hésitent à se lancer dans le sport? Ouais, non, c'est vrai, ce que disait Diane était très, très vrai. Et je pense que moi, ce que j'espère, c'est que surtout les Jeux paralympiques de Paris seront... au-delà d'un catalyseur, ce sera aussi le début d'une nouvelle ère du sport en France, parce qu'en fait, j'aimerais pas que ça s'arrête après les Jeux, qu'en fait tous les investisseurs qui soient privés au public, d'un coup ils disent les Jeux sont passés, on arrête d'investir là-dedans. Et pour moi, ce serait vraiment un drame pour la France, parce que ce serait un peu cette mise de la poudre aux yeux sur ce qu'on essaye de faire. Après, pour les personnes en situation de handicap, moi, depuis que je suis né, je vis avec cet handicap-là. Je me suis jamais mis de barrière par rapport à ce que je voulais faire ou non. Enfin, jamais je me suis dit ça, je peux le faire ou non parce que je suis handicapé. Alors, fatalement, il y a des trucs qu'on m'interdit, par exemple, conduire et tout, alors que j'aimerais énormément. Mais par exemple, j'ai des exemples tout bêtes en sport au collège, quand je voulais faire de l'escalade ou du ping-pong. Je me suis jamais interdit d'essayer, j'étais nul, mais au moins j'essayais, je faisais le meilleur de moi-même avec mon handicap et avec ce que je pouvais. Et je pense que c'est ça qui est beau dans le sport et aussi dans le parasport, c'est que tout le monde peut se défouler, tout le monde peut faire de son mieux. Et je pense qu'il n'y a pas de honte à justement essayer de se dépasser, d'essayer de faire du sport et de prendre plaisir, quoi. Et je pense que c'est vraiment le conseil que je donne à toutes les personnes qui sont en situation de handicap, c'est de pas hésiter à le faire, parce qu'en plus le sport, ça fait se sentir bien et c'est important pour tout le monde, dans la tête et dans le corps. Ne pas hésiter à se lancer. Voilà, ce sera le message de la fin de notre première partie, mais je vous propose de reprendre nos échanges dans un instant. D'abord, on va faire un tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. By 60 to 100 heartbeats per minute in resting adults. Through a blockage in the coronary vessels, cells can be damaged or die if not treated. Irreversible death of heart muscle tissue. The key to recovering is receiving treatment as Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de nos invités aujourd'hui en duplex, Alex Portal et Diane de Navacelle de Coubertin. Diane et Alex, juste avant de reprendre nos échanges, on va laisser place à la chronique de Milia Day qui a une idée derrière la tech. Milly, aujourd'hui avec vous, on va parler de sensibilisation aux enfants à la politique. J'en suis convaincue, l'école du futur commence à la maison. Aujourd'hui en France, un habitant sur 5 a moins de 18 ans. Et en 2022, 73% des enfants et des adolescents consultés par la dynamique de la Convention aux actes dont l'UNICEF France est membre estimaient qu'ils étaient mal informés concernant les décisions politiques qui les concernent. Sensibiliser nos enfants à la politique est crucial pour former les citoyens responsables et engagés. Ensemble, explorons des moyens pour leur transmettre les compétences et les connaissances nécessaires à leur participation active dans la société. Alors, Billy, avec vous, on va commencer par parler de l'importance de comprendre le fonctionnement de la démocratie. Et oui, vous allez nous dire pourquoi. D'abord, comment on fait pour expliquer ce concept aux enfants? La démocratie repose sur des concepts tels que l'égalité, la liberté d'expression et le droit de vote. À travers des discussions ouvertes et des exemples concrets, on peut aider nos enfants à saisir ces notions fondamentales. En vous servant de l'actualité, vous pouvez expliquer aux enfants le processus électoral, discuter des droits et des responsabilités des citoyens et illustrer l'importance de la participation démocratique dans la vie quotidienne. Et pour les enfants, vous pouvez très bien faire le parallèle avec l'élection de délégués en classe, par exemple. C'est vrai. Il faut donc encourager nos enfants, c'est ce que vous nous dites, à développer aussi une pensée critique vis-à-vis de la politique et des enjeux sociétaux, c'est important. Et comment est-ce qu'on peut s'y prendre, justement, Milly? En les encourageant
encourageant à poser des questions, à remettre en question les informations et à examiner différents points de vue. La pensée critique est essentielle pour comprendre des problèmes complexes et prendre des décisions éclairées. De manière concrète, vous pouvez analyser ensemble des articles d'actualité, débattre de différents points de vue sur un même sujet et encourager vos enfants à éviter les fake news en faisant de la recherche d'informations fiables. Effectivement, pour les aider aussi à passer à l'action, Milly, comment est-ce qu'on peut les impliquer dans des projets communautaires, par exemple, pour leur montrer l'impact de l'engagement politique aussi? Alors, il suffit de participer à des actions locales, des actions de bénévolat, de projets citoyens en famille. Impliquer les enfants dans des actions concrètes renforce leur sentiment d'appartenance à la communauté et à leur compréhension des enjeux sociaux. Si vous habitez à côté de forêts ou de plages, par exemple, il y a souvent des opérations de nettoyage. Vous pouvez aussi participer à des collectes alimentaires ou à des actions de sensibilisation environnementale, où les enfants peuvent voir directement l'impact de leur engagement. Visiter des lieux politiques aussi, échanger avec des élus, par exemple, ça peut aussi enrichir cette sensibilisation à la politique? C'est une chose dont on n'est pas toujours au courant, mais il est vrai. possible de visiter des institutions politiques locales, des mairies ou des assemblées pour comprendre leur fonctionnement. Selon leur disponibilité les jours de visite, vous pourrez même rencontrer des élus locaux pour discuter des enjeux de la communauté, du rôle de la politique dans la prise de décision. Et c'est dans ce cadre également qu'intervient ce qu'on appelle souvent le rôle de rôle modèle. Et en rencontrant du coup des figures à ces postes, ça peut susciter des vocations dès le plus jeune âge. Et à la maison ou à l'école, il est également possible de réaliser des simulations de débats en donnant un rôle à chaque personne pour familiariser les enfants dans le processus politique. Effectivement. Alors Milly, comment est-ce qu'on peut continuer à encourager nos enfants justement à s'engager davantage dans la vie politique à leur âge? Alors, il existe plusieurs structures qui accompagnent les enfants et les jeunes à la découverte politique. Déjà, renseignez-vous auprès de votre ville. Il existe sûrement un conseil municipal d'enfants et de jeunes dans lequel vos enfants peuvent candidater à partir du CM1. Aussi, je vous invite à découvrir le site educadroit.fr qui propose des parcours pédagogiques gratuits avec des vidéos animées et des ressources pour les 6-11 ans et pour les 12 ans et plus. Et c'est vraiment très sympa. Il y a également ConfKids qui organise des ateliers discussions avec des acteurs du changement pour sensibiliser les enfants à partir de 8 ans dans des causes. Pour les plus grands, il y a vraiment du choix. Visiblement. Pour les plus grands, à partir de 14 ans, il y a le Débacteur. On les a reçus récemment, effectivement. Qui organise des ateliers débat qui simulent ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Sans oublier Clésis Junior, bien évidemment, qui permet aux 3 à 18 ans de découvrir la politique avec des opportunités de développer des compétences en leadership, à s'exprimer et s'impliquer dans des actions concrètes. C'est l'heure de votre petit mot de la fin, Milly, je vous écoute. En conclusion, sensibiliser nos enfants à la politique est un investissement dans leur avenir en tant que citoyens responsables et engagés. Plus on initie nos enfants à la politique jeune, plus nous pouvons susciter des vocations chez les petites filles et les petits garçons de tous milieux sociaux et contribuer ainsi à former une génération consciente de ses droits et de ses devoirs dans la société. Vous avez parlé de rôle modèle et de susciter des vocations, Milly. Justement, on va continuer à parler avec nos invités de sport, de paralympisme aussi et de femmes dans le sport. Vous allez le voir, on en parle tout de suite dans la deuxième partie du talk. Et on continue d'en parler avec eux. Ils sont nos invités en duplex aujourd'hui. Alex Portal, vous avez 22 ans. Vous êtes étudiant en deuxième année à l'ESILV et sélectionné pour les Jeux paralympiques de natation. Vous êtes aussi et surtout double médaillé paralympique. Et puis vous êtes accompagné de Diane de Navacelle de Coubertin, présidente de la commission culture et héritage de la Fédération internationale du sport scolaire et représentante de l'Union nationale du sport scolaire. Alors Alex, on va repartir avec vous si vous le voulez bien. Je voulais vous poser une question, si vous me le permettez, sur les aspects les plus gratifiants quelque part. Vous avez déjà à 22 ans un parcours absolument exceptionnel. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier, le plus heureux aujourd'hui dans votre parcours d'athlète paralympique jusqu'à présent? Est-ce que c'est cette nouvelle sélection pour les JO 2024? Est-ce que ce sont les médailles que vous avez gagnées à Tokyo en 2021? Est-ce que c'est autre chose? Je serais ravie de l'apprendre. Non, je pense que ce qui me rend le plus fier actuellement dans toute ma jeune carrière, pour l'instant, c'est le fait justement d'avoir réussi à
atteindre le niveau dont je rêvais quand j'étais petit. Quand j'étais petit, je me rappelle encore quand je regardais les Jeux Olympiques en 2012 à Londres, où je voyais les Français en natation faire des performances exceptionnelles. Et c'est ça qui m'a vraiment donné ce rêve et qui m'a donné l'envie de voir un peu tout ce que c'était réellement les Jeux, de voir l'envergure, le village, un peu tout le mystère qu'il y avait à côté. Et honnêtement, de le vivre et tout, on s'en rend moins compte à travers nos propres expériences. Diane, vous êtes aussi présidente, donc je le disais, de la commission culture et héritage de l'ISF, la Fédération internationale du sport scolaire, mais vous êtes aussi et surtout une porte-parole active et reconnue des femmes dans le milieu sportif. Je voulais vous poser la question des défis que rencontrent justement ces femmes dans l'olympisme et le paralympisme aussi. Que vous rencontrez ces défis aussi dans la promotion de l'inclusion des femmes dans les activités sportives, en particulier à ces niveaux très élevés olympiques? C'est une très bonne question. Enfin, c'est quelque chose de très important ce que vous êtes en train de dire. Et c'est un combat qui a encore besoin d'avancer, comme celui du paralympisme, où il y a des choses des regards qui doivent évoluer, on va dire, des inégalités qui doivent être un peu réajustées. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont importantes encore aujourd'hui. Nous, on est dans un pays où on a la chance quand même d'avoir des droits qui sont assez importants pour les femmes aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas partout dans le monde. Donc c'est important de le rappeler. Et oui, bien évidemment, il y a plein de sujets, c'est un vaste sujet, j'ai envie de dire, mais je vais vous donner une autre citation de Pierre, parce qu'il est souvent chahuté sur ce sujet-là, et je trouve que c'est intéressant de voir qu'il n'avait pas qu'une face à cette époque, la situation des femmes, il y a 130 ans, vous imaginez, on n'est pas du tout dans le même contexte qu'aujourd'hui. Alors si déjà aujourd'hui c'est encore un sujet, voilà, imaginez il y a 130 ans. Mais il a dit des choses comme il faut travailler à l'égalité des sexes, il faut créer des lois pour protéger la femme de la tyrannie maritale, c'est légitime. En 1900, vous imaginez quelqu'un qui dit ça, c'est un peu fou en fait. Donc je pense que c'est important qu'on se rende compte qu'on est tous au final des hommes et des femmes égaux, avec toutes nos différences, et c'est ça qui est riche, et c'est ça qui est chouette, et c'est là où on est complémentaires, et c'est là où on va pouvoir s'apprendre mutuellement, s'enrichir mutuellement, et c'est une richesse extraordinaire qu'il faut surtout valoriser et la rendre plus juste pour que tout le monde puisse avoir une place merveilleuse les uns avec les autres. Bien sûr. Alex, est-ce que vous avez été témoin justement de ces défis que rencontrent notamment les femmes dans le sport et dans le paralympisme surtout? Oui, on le voit au quotidien, même dans tout ce qui est diffusion dans les médias, tout ça, c'est vraiment des choses qui sont flagrantes. Et c'est vrai que c'est des combats qui sont importants, parce que justement, c'est des enjeux sociétaux, même... si c'est présent dans le sport, c'est aussi présent dans la vie de tous les jours, parce que le sport reste une des facettes voyantes d'une société. Donc ouais, de favoriser, de œuvrer à que le sport féminin et le parasport se développent et aient une plus grande importance dans la vie sportive, c'est vraiment important. Et voilà, moi je le vis plus en ayant la chance de faire justement des compétitions valides et des compétitions parasport. J'ai la chance de voir la différence qu'il y a entre les deux, même dans le jugement, même dans justement toutes les choses qui sont mises en place. C'est vrai que je le vois moins envers les femmes, parce que justement je fais moins, on va dire, partie du problème, j'ai envie de dire, c'est pas ça le terme, mais on va dire c'est pas moi qui le subis. Mais du coup oui, ça se voit justement dans les organisations de compétition, même dans les moyens qui sont mis. Et encore une fois, par exemple, ne serait-ce que dans le slogan « Une seule et même équipe » pour cet été dans Paris 2024, on se rend compte qu'en fait, dans les faits, dans la réalité, on est quand même loin de ce qui était promis. Et je pense que c'est pas le fait que les choses ne soient pas faites avec envie et avec passion par les gens qui y travaillent, mais c'est juste que dans la réalité, c'est tout un tas de facteurs de la société qu'il faut changer, et du coup c'est compliqué de faire changer les choses en si peu de temps, mais bon, on y travaille, et je pense que c'est important d'aborder ces sujets-là, et que les Jeux paralympiques et que le sport féminin cet été soient mis en avant. Bien sûr, c'est tout ce qu'on souhaite en tout cas. Diane, vous voulez réagir, je crois.
Et juste, je voulais dire, tu dis, t'es pas concernée parce que t'es pas une femme en fait, mais en fait si, et tu le dis justement aussi, c'est-à-dire que toi en tant qu'homme, c'est important aussi que tu aies justement ton regard et que tu agisses. Ouais, non, mais et tu le dis, hein, c'est ce que. Voilà, je suis d'accord, mais vu qu'on le subit moins, on est, en fait, on œuvre aussi pour. Enfin, moi, je suis à 200% pour que le sport féminin soit beaucoup plus mis en avant et qu'il se développe, mais. C'est vrai que je disais plutôt dans le sens, c'est pas moi qui le subis, donc je suis moins légitime d'en parler, c'est plutôt dans ce sens-là. Ouais, mais je pense qu'en fait, on est tous légitimes, tout comme moi, je suis pas en situation de handicap et je suis quand même légitime pour comprendre et parler et faire évoluer les choses sur ce sujet-là, tu vois. Et vrai. En fait, c'est des sujets qu'on doit tous prendre ensemble. On est tous concernés, en fait, tu vois. Tu l'as dit, on parle d'une seule équipe et c'est exactement ça. Et ça, c'est un des trucs chouettes pour les Jeux de Paris et une des vraies avancées dans l'histoire des Jeux Olympiques, c'est qu'on a pour la première fois un logo unique pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Et pour moi, ça, c'est une grande fierté parce que c'est vraiment... les Jeux Olympiques, ils ont existé bien évidemment avant et les Jeux Paralympiques, ils arrivent seulement en 1960, ce qui est énorme. C'est beaucoup, beaucoup plus tard. Pierre, il est mort depuis un certain temps d'ailleurs. Mais c'est en fait tous des athlètes et tous des hommes et des femmes qui vont aller chercher le dépassement d'eux-mêmes. Et à tous les niveaux, ils sont autant admirables et autant méritants les uns que les autres. Donc c'est important, on est tous concernés en fait. Je pense que c'est ça que je voulais dire. C'est essentiel effectivement à souligner. Merci en tout cas à tous les deux. Vous avez parlé de devise, on va peut-être terminer l'émission par justement une autre devise olympique à l'initiative de Pierre de Coubertin qui sera notre mot de la fin. L'important dans la vie, ce n'est point le triomphe mais bien le combat. L'essentiel, c'est pas d'avoir vaincu mais de s'être battu. Voilà, merci en tout cas à tous les deux d'avoir été parmi nous aujourd'hui en duplex. Alex Portal, étudiant en 2e année à l'ESILV, sélectionné pour les Jeux paralympiques de natation pour les JO 2024, double médaillé paralympique. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Alex. Et vous étiez accompagné de Diane de Navacelle de Coubertin, présidente de la commission culture et héritage de la Fédération internationale du sport scolaire et représentante de l'Union nationale du sport scolaire. Merci beaucoup à tous les deux. On vous souhaite tout le meilleur en tout cas pour les JO. Revenez nous en parler après. On sera ravis en tout cas d'avoir de vos nouvelles. Merci aussi à Amélie Adaé d'avoir été parmi nous aujourd'hui, chroniqueuse du jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis nous on se retrouve dès demain comme tous les jours à 12h30 sur School TV. Bonne journée.